Bonjour et bienvenue dans Je compte jusqu'à toi, votre podcast d'histoire. Pour cette première histoire dont la base n'est pas de moi... Ah non, un instant, si, en fait non. Techniquement c'est la deuxième, parce que la première c'était l'histoire de Zu, là, oui, celle de la plage. Et en fait non, parce qu'en en réfléchissant bien, ce n'est pas la deuxième histoire non plus, c'est la troisième histoire pas de moi. La première ayant été l'histoire russe du poisson d'or. Par contre, c'est bien le deuxième conte populaire que je vous propose sur mon podcast. Ça va ? Vous suivez toujours? Je vous ai pas perdu? Parce que moi bien. Voilà, donc je vous propose aujourd'hui un conte traditionnel géorgien. C'est aussi l'un des rares contes au monde où il est question de métamorphose féminine. À ma connaissance, il n'y en a qu'un deuxième et il est amérindien. Et c'est aussi accessoirement le premier conte que j'ai raconté de façon professionnelle sur une vraie scène de théâtre. Un château gris au cœur d'une forêt. De grandes tours, une cour d'honneur. Au milieu, une fontaine miroite dans le soleil couchant. Dans le corps du bâtiment, la chambre des seigneurs. Une femme aux lourds cheveux bruns, aux yeux verts et au sein lourd, berce doucement un bébé. Doucement s'endort la terre dans le soir tombant. Ferme vite tes paupières, dors petit enfant. Sur ton lit, la lune pose ses reflets d'argent. Quand s'endorment gens et choses, dors petit enfant. Dors mon enfant, dors et grandis. Deviens un homme fort, fort et intelligent comme ton père. Plus tard, tu comprendras. Bonne nuit mon tout petit. Le bébé bâille, met son pouce en bouche. Il ferme les yeux et s'endort paisiblement. La femme repose l'enfant dans son berceau. Elle lui caresse une dernière fois le visage. Puis, elle met sa cape, ferme doucement la porte de la chambre et disparaît dans le noir. C'est l'été. Les branches des arbres s'agitent doucement sous la brise. Dans les feuilles, les oiseaux pépillent. Dans les buissons, les lapins sautillent. Au centre de la forêt, une clairière. Au milieu de la clairière, un faon. Il est couché, ses fines pattes repliées sous lui. Sa fourrure brille au soleil. Sur sa gorge, une tache, rouge. Il est mort. À ses côtés, un arc, un carquois et un coutelas. Au loin, 4 sabots puissants martèlent le sol. Une jument galope. Ses muscles jouent sur sa robe brune. Ses yeux verts fixent le chemin devant elle. Elle arrive dans la clairière, prend son élan et saute par-dessus le corps du faon. Au sommet de son saut, une vive lumière l'entoure. Ses jambes raccourcissent, des griffes poussent en lieu et placent des sabots. Sa fourrure devient plus drue, plus touffue. Quand ses pattes se posent sur le sol, elle s'est transformée en molosse. La chienne quitte la clairière, court la langue pendante, la respiration saccadée, elle court droit devant elle. De l'autre côté du bois, le château gris. Un petit pont de pierre enjambe une rivière et dans la cour en terre battue de ce château, il y a une fontaine. Un petit garçon joue à côté. Il a des cheveux blonds, les yeux verts et il lui manque les 2 dents de devant. Dans sa main gauche, une petite figurine en bois. Celle d'un homme aux épaules larges, une couronne sur la tête. Le roi. Dans sa main droite, une autre figurine. Un petit garçon. C'est lui. « Papa, papa, tu m'emmènes à la chasse avec toi ?»« Non, mon fils, tu es encore trop jeune. »« Mais tu avais promis que pour mon anniversaire, on pourrait. »« Oui, mais ce n'est pas encore ton anniversaire. »« Allez, s'il te plaît, papa, allez, dis oui, dis oui. »« Je te dis non. »
Oh, mais c'est vraiment pas juste! Le petit garçon fronce les sourcils, fait la moue et jette rageusement le personnage du roi. À ses pieds, d'autres figurines. Des chevaux, des chiens, une servante. Et une femme. Une femme avec une belle robe bleue, une couronne dans ses cheveux bruns et des yeux verts. Il la regarde et la prend délicatement. Aujourd'hui, j'ai été me promener avec papa et j'ai tombé. Eh ben, tu sais quoi? J'ai même pas pleuré. Et puis j'ai mangé des fraises, et elles étaient trop bonnes. Dis maman, est-ce que tu reviendras un jour? Dans les bois, la chienne court toujours. Elle sort de la forêt, atteint le pont et ralentit. Elle le franchit, arrive devant la cour, regarde autour d'elle, s'arrête. Le petit garçon lève la tête, la voit. Leurs yeux de la même couleur émeraude se croisent. Il la regarde, elle le regarde. L'enfant tend la main vers elle. « Eh ben alors, tu viens d'où, toi? T'as l'air d'avoir beaucoup couru. Tu veux boire? Tu as faim? Allez, viens, n'aie pas peur. Je suis toujours tout seul ici et je m'ennuie. Tu veux bien devenir mon ami? Je m'appelle Andro. Allez, viens, s'il te plaît. » Pas après pas, la chienne s'approche, renifle doucement la main tendue et la lèche. L'enfant caresse l'animal, la chienne se couche à ses pieds. Le temps passe. Quand il mange, elle est sous la table. Il lui donne des morceaux de viande, du pain. Elle lui pousse la jambe avec le museau pour en avoir d'autres. Ils font de grandes promenades dans la forêt, jouent à se poursuivre, roulent dans la poussière, l'un en rigolant, l'autre en jappant. Quand Andro va se coucher, la chienne est à ses côtés. Il s'endort avec la main sur la tête de l'animal. Elle se roule en boule tout contre lui. Le temps passe, l'enfant grandit et la chienne met au monde 2 chiots. L'un blanc comme la neige, l'autre sombre comme la nuit. Mais ils ont tous les deux de magnifiques yeux verts. Tous les jours, l'adolescent et la chienne partent chasser ensemble dans la forêt. Les chiots tentent bien de les suivre en courant, mais ils s'en mêlent dans leurs propres pattes et trébuchent. Et ils se disputent des bâtons en grognant. Ils tentent aussi de chasser les souris. Le temps passe encore, et l'adolescent est devenu un jeune homme aux épaules larges. Il est monté sur un étalon noir, à la crinière épaisse et aux yeux vert émeraude. À ses côtés, sa fidèle compagne, et ses 2 limiers, devenus 2 beaux grands chiens. Ils galopent ensemble dans la forêt en soulevant des nuages de poussière. C'est l'été. Le soleil est haut dans le ciel. Les branches des arbres bougent doucement sous la brise. Une tache de fourrure grise passe à toute vitesse entre les jambes du cheval, qui fait un écart en faisant tomber Andro. La chienne aboie et se précipite à sa poursuite, ventre à terre. Les fourrés deviennent plus denses, le lapin court toujours, la chienne sur les talons. La clairière. Le corps du faon resté intact malgré le temps passé. Les armes, toujours à côté de lui. Le lapin saute par-dessus le faon. La chienne le talonne. Au sommet de son saut, une vive lumière. La fourrure de la chienne disparaît. Ses membres s'allongent. Elle se transforme en un homme aux cheveux bruns et aux yeux verts. Le chasseur fixe le corps du faon, le recouvre de sa cape. Il regarde à gauche, à droite. Ses mains tremblent. Il les frotte distraitement sur ses vêtements. Il prend son arc, ajuste son carquois et replace son coutelas sur sa hanche. Puis, sans un regard en arrière, il quitte rapidement la clairière. Dans la forêt, Andro cherche sa chienne. Les ombres s'étendent sur le sol. Il est perdu. Il la siffle. Braise au pied. Braise, où es-tu? Allez, on arrête de jouer. Montre-toi. Le soir tombe, on doit rentrer. Viens, Braise. Rien. La chienne demeure invisible. Le prince remonte sur son cheval. Il cherche son chemin, avance.
Il arrive enfin à l'orée du bois. Assise sur un banc, une vieille femme aux cheveux blancs et au regard bleu délavé file sa laine. Elle regarde un château au loin. Bonsoir vieille femme, je suis perdu, la nuit tombe. Je ne connaissais pas ce château. Pouvez-vous me dire qui y habite et si le voyageur y est bien accueilli? Bonjour, jeune homme. Je ne suis pas sûre que ce château soit une bonne chose pour vous. On le dit habité par une princesse d'une beauté telle que dès qu'on la voit, on en tombe irrémédiablement amoureux, et que nulle femme sur terre n'a jamais été aussi belle et gracieuse. Mais on dit aussi qu'elle est victime d'une terrible malédiction, condamnant à mort toute personne qui échouera à ses épreuves. Et ça, je peux vous dire que c'est vrai. Nul n'est jamais revenu vivant de ce château maudit. Tous les jours, je suis là pour les prévenir, mais tous les jours, les jeunes gens se présentent ici et se pensent plus malins que la malédiction. Vous avez parlé d'épreuves. Quelles sont-elles? Je suppose que ça ne vaut même pas la peine d'essayer de vous raisonner. Ainsi soit-il. Cette princesse possède un chaudron magique tout en or. Le bois, l'eau et la viande qu'il contient sont aussi d'or. Et il y a 3 épreuves. Pour chacune, il faudra dire un mensonge avéré qui n'a jamais été dit, jamais été entendu, et qui soit aussi une vérité. À la première réponse, le bois d'or brûlera. À la deuxième, l'eau d'or chauffera. Et à la troisième, la viande d'or cuira. Et alors, tu pourras l'épouser. Par contre, à la moindre erreur, tu perdras la tête. Inutile de te redire que personne n'y est jamais parvenu et qu'aller là-bas, c'est aller au-devant du mort certaine. 3 mensonges qui sont aussi des vérités? Ma foi, je n'en connais pas. Et si cette princesse est aussi belle qu'on le dit, ça doit valoir la peine d'essayer. En y réfléchissant bien, je devrais pouvoir en trouver en chemin. Le prince part en galopant vers le château. La vieille hausse les épaules, pensive, tire sur son fil et le regarde s'éloigner dans la poussière. Quatre grandes tours dominent l'horizon. Le soleil couchant descend sur le bâtiment et embrase les pierres blanches. Dans la pénombre, un homme se dresse devant le prince. Grand, les cheveux bruns et les yeux verts. Il lui barre le passage, son arc à la main et son coutelas au côté. Le prince tire sur ses rênes et regarde l'homme. Ôte-toi de là maintenant, ou mes chiens te dévoreront et mon cheval te piétinera. Je ne peux souffrir d'attendre encore de voir la princesse dont on vante tant la beauté et l'intelligence. Je ne crois pas que tes animaux me feront le moindre mal. Quant à la princesse, tu me sembles bien pressé de mourir à te précipiter comme ça vers ta perte. Le chasseur s'approche des animaux. Le cheval pose la tête dans son cou et hennit. Les chiens jappent, ils lui lèchent les mains et leur queue s'agite à toute vitesse. Qui es-tu pour me parler sur ce ton? Et pourquoi mes animaux semblent te connaître? Réponds. Je ne peux rien dire pour le moment, fougueux jeune homme. Mais si je te voulais du mal, ne penses-tu pas que je t'aurais déjà détroussé? Sache que tes questions trouveront leur réponse au moment opportun. En attendant, fais-moi confiance. Si tu veux survivre à la princesse, c'est le mieux que tu puisses faire. Soit. Je vais faire confiance à mes animaux. Ils repartent ensemble. Le prince observe le chasseur. La nuit est d'encre quand ils passent les grilles et arrivent dans la cour du château blanc. Au milieu de cette cour, il y a une estrade. Sur l'estrade, le chaudron d'or, énorme. Il scintille sous la lune. Devant une grande table en bois et des chaises. La cour y est assise. Au milieu, à la princesse. Elle regarde les arrivants, se lève. Elle porte une robe de lune et d'argent. Ses cheveux blonds cascadent sur ses reins. Ses lèvres sont pleines et rouges et ses yeux des joyaux scintillants. Elle est toute en courbes généreuses et voluptés. Tout en elle est beauté et grâce. Andro la regarde, sa mâchoire s'ouvre. Il la regarde, balbutie, regarde la princesse. Le chasseur s'avance et s'incline devant la jeune femme. Majesté, mon maître souhaiterait passer l'épreuve du chaudron, mais votre beauté le rend muet. Me permettriez-vous de parler à sa place?
Allez-y, je vous écoute. Le chasseur s'approche de Andro, lui prend la main, regarde la princesse. Majesté, si je vous disais que je suis la mère de ce jeune homme, me croiriez-vous? Mais enfin, vous êtes un homme, c'est ridicule. En effet, je suis un homme, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Il y a longtemps, j'étais chasseur. Un jour, en voulant dépecer un faon que j'avais tué, un sortilège m'a transformé en femme. J'étais seul, j'avais peur. J'ai erré dans les bois, dans la vie, puis j'ai rencontré un homme bon. Il m'a recueilli, il m'a aimé et je l'ai aimé en retour. Et de cet amour est né un fils. Le voici. C'est incroyable. Sous le chaudron, le bois s'enflamme et crépite. Les gens regardent le chasseur et le prince, chuchotent entre eux. Le prince, muet, regarde le chasseur avec de grands yeux. Puis, le chasseur se dirige vers le cheval, lui flatte l'encolure. Le cheval secoue la tête et piaffe de contentement. Majesté, et si je vous disais que je suis aussi la mère de ce cheval, me croiriez-vous? Mais c'est un animal. Comment serait-ce possible? J'étais femme, mais mon histoire n'était pas finie. Quelques mois après la naissance de mon fils, prise de curiosité, j'ai voulu voir ce qu'il était advenu du faon. Mais en me penchant sur lui, ce maudit sortilège m'a changé en jument. J'avais perdu mon fils. J'étais furieuse, femme et mère j'étais. Jument je suis devenue. Que faire, à part revenir au château? Ça a dû être terrible. La princesse caresse pensivement l'étoffe de sa robe. Le prince est abasourdi. Dans le chaudron, l'eau chauffe, se met à bouillir. Autour d'eux, quelques exclamations de surprise fusent. Tout le monde observe la princesse, le prince et le chasseur. Plus un bruit dans la cour. Chacun retient sa respiration. Le chasseur reprend la parole. Et si enfin je vous disais que je suis aussi la mère de ces chiens, me croiriez-vous? Comment ça s'est passé? Jument j'étais. J'avais eu un poulain. Je pouvais voir mon fils. D'une certaine façon, j'étais heureuse. Quand un palefrenier a maltraité mon poulain, je l'ai tué d'un coup de sabot. Et j'ai dû fuir. Mes pas m'ont mené jusqu'au faon. La malédiction m'a faite chienne. J'avais perdu mon fils et mon poulain, j'étais furieuse. Jument j'étais, mais chienne je suis devenue. Que faire à part revenir au château? Quelle histoire. Ça a vraiment dû être difficile pour vous. Un silence tendu. Les regards passent de la princesse au chasseur, au prince et enfin au chaudron d'or. Il en sort des volutes de fumée et une délicieuse odeur de viande grillée flotte dans l'air. Le silence se brise. Autour de la table, les gens parlent avec animation. On rit, on pleure. La malédiction a disparu et la princesse est sauvée. Les convives s'attablent joyeusement et mangent. La viande d'or est absolument délicieuse. Ce soir-là, on fait ripaille. La nourriture et le vin coulent à flot. On porte de nombreux toasts à la princesse et à son fiancé en leur souhaitant une longue et heureuse vie. La princesse resplendit au bras de son futur époux. Le chasseur danse avec son fils, avec sa belle-fille. Ils échangent des paroles, se disent des vérités cachées. Tard dans la nuit, à l'heure la plus sombre, le chasseur regarde une dernière fois son fils et sa future épouse avant de leur tourner le dos et de disparaître dans la brume en souriant. Pour faire les voix des différents personnages de cette histoire qui me tenait vraiment à cœur, j'ai eu les participations exceptionnelles de Fanny. Fanny qui est la grande prêtresse du podcast game, derrière entre autres Passion médiéviste, qui est le podcast à écouter sur cette grande période qui est le Moyen-Âge. Il y avait aussi Grand Poil, qui officie dans 2 podcasts que j'adore, à savoir Le Roi Stephen qui parle des livres du grand Stephen King qu'on ne doit plus présenter, et Dr. Watt, à ma connaissance, le seul podcast francophone qui décortique l'univers de ce docteur aux 2 cœurs mais multiples personnalités, le fabuleux Doctor Who. Et pour finir, parce que sur cet épisode, on reçoit la crème de la crème, messieurs, dames, Thierry de Clac, le podcast qui s'appelle Certains l'aiment à chaud,
et qui te donnent vraiment l'impression d'aller au cinéma sans avoir à y mettre les pieds, parce que directement après une séance ciné, ils se donnent leurs avis sur ce qu'ils ont vu, sur le film, et ouais, comme ça, sans échauffement. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner au podcast Je compte jusqu'à toi, à me retrouver sur Twitter, @leliconte, ou sur mon site lendewell.com/histoire, avec un S comme Sabatine. La sabatine est une thèse de controverse que les écoliers soutenaient à la fin de leur première année de philosophie. Ou encore comme sabelle. La sabelle est un genre d'annélidés, et pour ceux qui ne le savent pas, les annélidés c'est un type de vers. Voilà, comme les vers de terre. En tout cas, merci de m'écouter. Si vous pouviez aussi partager, me mettre un pouce ou une petite étoile sur les applications de podcast, ça m'aiderait vraiment à me faire connaître et ce serait vraiment, vraiment très gentil. Merci beaucoup et à bientôt!